Bana basili na kokende, bana basili na kotekama na banguna. Molati mokuya ata maloba te, Kongo na bana Afrika baleli. Tozali kotala bana basili na kokende, bana basili na kotekama. Voici votre nom. Abanguna. Molati mokuya ata maloba te, Kongo na bana Afrika baleli. Joy, Medinzela na yo ya Toroki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Ochi ya Edgar, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimpangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Boganda. Oh, ya tiers-monde. Oh, ya libération, ya pas peuple. Je considère toujours jeune, m'a dit un jour, mon petit, il n'y a personne qui a l'heure. On doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Oh, mais dis belle vaca, Medinzela na yo ya bato nyonso, Medinzela na yo ya Lumumba, Medinzela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umyope, Medinzela na yo ya Félix Moumié, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medinzela na yo ya Toroki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Ochi ya Edgar, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimpangu. Il n'y a personne aujourd'hui. Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Boganda. Oh, ya tiers-monde. Oh, ya libération, ya pas peuple.
Bon. C'est moi où je ne vois personne en ligne. Je pense qu'il est 19h. On avait dit qu'on commençait à 19h et 19h05. Je vois personne en ligne. Mais je vais peut-être démarrer parce que de toutes les façons, on fait toujours cet enregistrement que l'on garde pour mettre sur YouTube. Bon. Le thème d'aujourd'hui, le mensonge dans la peau. Le mensonge dans la peau, sinon le mensonge dans la peau noire. C'est un thème qui a été tiré d'une requête de Paul Seco, fils d'Orphée, un de nos abonnés que j'ai découvert samedi dernier. Après le live de samedi dernier, il a fait une demande. Il a demandé que je regarde la phrase de Seydou Badian dans le livre Sous l'orage. Cette phrase disait « Certains mensonges sont charitables ». Donc Paul Seco m'a demandé de traverser de long en large cette phrase-là pour expliquer pourquoi est-ce que le mensonge peut être charitable. Et c'est vrai qu'il arrive que l'on considère que le mensonge est préférable à la vérité, même si le mensonge est haïssable. Comme qui dirait, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il peut arriver que pour préserver la tranquillité de quelqu'un ou préserver la paix sociale, on puisse préférer le mensonge à la vérité. Et par exemple, quand on dit, je donne un exemple assez banal que tout le monde connaît d'ailleurs, quand on dit par exemple de ne pas dire à quelqu'un ton mari te trompe ou ta femme te trompe, c'est pas parce que on veut cautionner l'infidélité, mais c'est parce que on veut préserver la tranquillité d'esprit du monsieur ou de la femme. Et des fois, on va courir pour aller dire une forme de vérité, mais on s'est trompé sur l'appréciation. Et donc, ce qui arrive, c'est que ça crée des dégâts. Et ce sont les enfants qui payent, c'est des familles qui sont brisées. Donc, des fois, on va regarder, mais on va se taire parce que, évidemment, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais l'objectif de la plateforme que j'ai développée ici, c'est-à-dire Apéro Conversation, c'est pas de faire des traitements de sujets philosophiques véritablement pour réfléchir sur le pourquoi, le comment des choses et tout ça, mais c'est surtout de partager, de sensibiliser, de réfléchir ensemble à comment nous outiller, nous, justement à éviter les impacts négatifs de mensonges dans nos vies. Donc, c'est pour cela que quand j'ai eu le thème « Certains mensonges sont charitables », j'ai préféré le travailler différemment et présenter les mensonges justement qui nous font du tort. Parce que si un mensonge est véritablement charitable, comme le mot l'indique, il est positif un peu. Il est charitable, donc il fait de la charité, il est positif. Mais il y a certains mensonges que nous avons qui sont des mensonges très nocifs dans nos fonctionnements
Et j'aimerais nous inviter aujourd'hui à regarder de près ces mensonges-là et voir comment est-ce qu'ils nous empêchent, nous justement les Noirs, les Africains, descendants africains, que ces mensonges-là nous empêchent d'avancer. D'abord, il faut que je vérifie qu'est-ce que vous buvez. Est-ce que vous êtes là? Je vois que les gens sont en train d'arriver. Bonsoir Arefa, bonsoir Gertrude, Désiré, Milka, Zio. J'ai vu Eli la diva qui était là. J'espère que vous buvez quelque chose pour nous accompagner. On va faire ça court aujourd'hui. Donc, je propose de discuter de ce soir de ces mensonges qui nous pourrissent la vie. Mais qui véritablement nous pourrissent la vie. Mais des mensonges auxquels on s'est tellement accroché que on n'arrive pas à s'en défaire. Il faut dire que le pouvoir auquel sont soumis les Africains et les Afro-descendants de par le monde a été établi sur la base de plusieurs séries de mensonges. Les Africains et les Afro-descendants vont subir un certain pouvoir, mais ce pouvoir n'est basé que sur des mensonges, sur des contre-vérités et sur des faussetés. Si le pouvoir, c'est la possibilité d'avoir de l'autorité sur quelqu'un ou sur un groupe de personnes, les différents types de pouvoirs vont inventer, selon l'histoire et à travers l'histoire, différents mensonges sur lesquels ils vont baser leur puissance. S'il n'y a que des Togolais, en tout cas ceux qui ne sont pas Togolais, vous devez savoir que pendant longtemps, on a pensé qu'un avion s'est crashé à Sarakawa et une seule personne, et le président de la République en l'occurrence, Yassine Yadema, est sorti indemne, sans aucune blessure, vivant dans un crash d'avion et que personne d'autre n'avait été indemne dans cet accident-là. C'est un mensonge. On dit par exemple que Rome a été construit par des jumeaux qui ont été récupérés par une louve, et c'est la louve qui s'est occupée de ces enfants-là, Romulus et Romus. Les différents rois de France ou les rois même égyptiens étaient des incarnations des divinités, etc. Le pouvoir va choisir des contre-vérités et va les exploiter pour obliger les gens à l'obéissance. Et ces mensonges-là, qui sont des fables, qui sont des mythes aujourd'hui, j'aime pas trop utiliser ces mots-là, vont être tellement solides et vont traverser tellement l'histoire et avoir tellement de force que quand on va aller même dire à ces peuples-là que non, c'était un mensonge, ça va tellement les bousculer qu'ils vont s'accrocher à cela. Et c'est ce à quoi les Africains et les Afro-descendants sont soumis jusqu'à ce jour. À la force de ces mensonges-là, dont eux-mêmes ne veulent pas qu'on leur dise que c'était des mensonges. Bon, il est arrivé l'invention de l'Internet à un moment donné. Les informations ont commencé à circuler partout. Les gens ont la possibilité aujourd'hui d'aller à l'information et des informations arrivent à fuiter à cause et grâce à des pirates. Il y a même des gens dans des entreprises ou dans des pouvoirs d'État qui vont sortir des informations assez sensibles et vont le diffuser pour éviter que les populations soient exploitées. On les appelle des lanceurs d'alerte. Il faut dire que dans beaucoup de pays, ces lanceurs d'alerte-là sont punis de mort. Les lanceurs d'alerte qui vont dire des choses sur le fonctionnement de l'État ou de certaines collectivités où il y a une forme de pouvoir qui s'accompagne avec une forme de puissance et de force. Ces lanceurs d'alerte-là vont être exterminés, tués, assassinés. Certains seront obligés de fuir. Les plus célèbres, vous les connaissez, c'est Edward Snowden et puis Julian Assange. Vous connaissez sans doute Wikileaks ou Panama Papers. Il y a aussi ce qu'on appelle les fake news. Les fake news, c'est des informations qui vont passer comme étant de vraies informations alors que ce sont véritablement des faux et des faux. Ces fake news-là vont être tellement emballées, si bien emballées par les médias ou par les pouvoirs politiques eux-mêmes qu'à un moment donné, on va
On va se convaincre soi-même que c'est la vérité alors que ce n'est pas la vérité. Des gens continuent encore aujourd'hui de dénoncer la, la conquête de la Lune et les gens dénoncent le 11 septembre comme étant, comment on appelle ça, comme étant un fake, comme n'étant pas du terrorisme mais qui a été choisi, que ça a été un plan du gouvernement Bush, de l'administration Bush à l'époque. Et donc il y a certains éléments qui vont être relayés dans des vidéos, dans des livres, et tout ça pour dire que non, le 11 septembre, ça n'avait rien à voir. Ils ont utilisé ce drame-là pour attaquer l'Irak pour rien. Vous connaissez sans doute l'histoire du général Powell américain qui est parti aux Nations Unies pour dire voici les preuves que Saddam Hussein a l'arme chimique ou est en train de développer l'arme chimique, on doit absolument les attaquer. On sait tous aujourd'hui que c'était un fake. Donc les fake news, ce n'est pas seulement les gens qui vont vouloir attirer l'attention sur eux, ce qu'on appelle les gens qui sont dans la théorie du complot, les complotistes. Ce n'est pas seulement eux, mais c'est aussi des États, des machines étatiques, des machines politiques qui vont faire usage de mensonges pour contraindre la population à aller dans un sens donné. Maintenant, quels sont ces mensonges-là qui tuent l'Afrique et tuent les afro-descendants? Le premier de ces mensonges, c'est que l'Afrique est pauvre. Ils disent que tous les indicateurs économiques, macroéconomiques, avec les Big Four, les entreprises de comptabilité, de gestion, de management internationaux, KPMG, tout ça, Deloitte, eux, ils vont tous faire des analyses pour en arriver au point de dire que l'Afrique est un continent pauvre. L'Afrique, c'est 1 milliard, plus de 1 milliard d'habitants, mais l'Afrique est le continent le plus riche en ressources naturelles. Le continent le plus riche en ressources naturelles dans le monde. 30 à 40% des réserves mondiales sont en Afrique. Peu importe si c'est des matières premières, si c'est des ressources agricoles ou si même c'est des ressources naturelles, des minerais, c'est en Afrique. Comment comprendre que l'on dise que l'Afrique est le continent le plus pauvre alors que c'est le continent le plus riche en ressources naturelles? L'Afrique est riche, le continent est riche. Ces populations sont là et sont capables de travailler, d'exploiter ces richesses-là, mais ils vont mourir de faim justement parce qu'il se passe pas mal de choses. Les ressources naturelles de l'Afrique sont l'objet de convoitises depuis des lustres. Des convoitises sur le sous-sol africain, un accaparement indu des ressources naturelles de l'Afrique. 40% des réserves d'or sont en Afrique, 60% du cobalt sont en Afrique et 90% de platine sont en Afrique. Diamants, phosphate, plomb, fer, cuivre, etc. Le pétrole, le gaz naturel, c'est en Afrique. Le coltan en Afrique qui sert à ce qu'on puisse utiliser les téléphones portables aujourd'hui, les tablettes et même des ordinateurs, c'est en Afrique, c'est en RDC. Pour pouvoir s'accaparer de ces richesses-là et les exploiter, les pouvoirs impérialistes de l'Occident vont inventer des mensonges. Al-Qaïda au Maghreb islamique, la guerre des rebelles au nord de la RDC, là où il y a le coltan justement, autour des minerais de diamants et de coltan. Ils vont inventer Boko Haram, mais ces inventions-là vont leur permettre de venir s'installer, soi-disant pour faire régner la paix, et ils vont exploiter le continent qui est riche, mais le continent lui-même va rester pauvre. D'autre part, c'est que comment comprendre que l'Afrique cultive plus de coton, plus de cacao et de café, alors que nous ne les transformons pas sur place? On ne cultive pas le maïs ou le manioc dont on a besoin pour manger, mais on cultive tous le café, le coton, le cacao, parce que ce sont les besoins des entreprises et des populations occidentales. La question que je me suis posée, c'est comment ça se fait que lorsque les entreprises occidentales sont parties s'installer en Asie, ils ont préféré installer leurs machines
et installer leur technologie en Asie, soi-disant pour aller chercher de la main-d'œuvre abordable, mais ne l'ont pas fait en Afrique, d'où ils tirent toutes les ressources. Ils vont, eux, quitter l'Europe, aller s'installer en Asie, soi-disant pour aller chercher de la main-d'œuvre locale qui est moins chère, mais ils vont aller chercher les ressources en Afrique. C'est le commerce triangulaire qui continue. Aller tirer toutes les ressources en Afrique, laisser la population mourir de faim et aller l'implanter en Asie pour profiter d'une main-d'œuvre moins chère. L'histoire de la main-d'œuvre, moi, je n'y crois pas. Parce que à cette époque-là où ils ont installé des entreprises en Asie, tout ça, ils auraient pu le faire en Afrique. Sauf que ils n'ont pas voulu. Parce que le noir doit rester affamé, dépendant. C'est une décision idéologique d'aller développer, par exemple, l'Asie, apporter leurs compétences en Asie. Parce que là-bas, la main-d'œuvre existe certes, mais elle n'est pas forcément moins chère que celle en Afrique. Sauf que la décision idéologique, comme je le disais, de garder l'Afrique et les Africains dans la pauvreté, va les guider. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas faire pareil en Asie, et ils vont compter sur des gouvernements communistes là-bas pour garantir un certain niveau de pouvoir d'achat, ces entreprises sont allées s'installer en Asie à cause du marché. Ils ne pouvaient pas venir en Afrique, puiser les ressources sur place, installer leurs machines et tout ça, et tout transformer sur place, parce qu'ils ne veulent pas que l'Africain soit autonome. Ils ne veulent pas. C'est une décision absolument idéologique. Les Noirs sont meilleurs lorsqu'ils sont dépendants et ils sont conditionnés à être pauvres avec tout le système politique qui existe, etc. Les différents problèmes que nous avons. La colonisation, la coopération sous toutes leurs formes n'ont pas vocation à développer l'Afrique. Nous ne fixons aucun prix. Nous avons 40% des réserves d'or, mais on n'est pas capable de dire on veut que l'or soit vendu à ce prix. Nous fabriquons du coton sur nos terres, du cacao sur nos terres, nous ne le transformons pas sur place. Pour boire du chocolat, il faut acheter le produit importé, soit d'Asie, mais essentiellement de l'Europe. Mais les cacaos, tout ça sont cultivés sur place. Nous ne fixons pas le prix de nos propres productions naturelles nationales. Et si nous décidons, si des gouvernements africains décident même de fixer le prix, l'Occident va apporter la guerre, soit un coup d'État pour remplacer ce dirigeant-là, soit ils vont dire que dans la zone, comme ils le font par exemple au Niger et au Mali, dans la zone, il y a Boko Haram, et c'est justement dans les endroits où il y a l'uranium, les diamants, comme en Centrafrique par exemple, qu'il y a toujours des terroristes qui sont là et qui servent à permettre aux Français, aux anglophones, aux Américains de déployer des forces sur place. Les pouvoirs occidentaux inventent des guerres, des attentats et des terrorismes, comme je l'ai dit, pour annexer nos territoires. Où pensez-vous que les rebelles trouvent justement les armes qu'ils utilisent et les munitions? Les rebelles les trouvent où? Aussi bien nous ne sommes pas capables de transformer le coton sur place ou le cacao sur place, aussi bien nous n'avons pas d'usine d'armes. On ne fabrique pas d'armes en Afrique. On ne fabrique pas de munitions en Afrique. Mais il y a toujours des rebelles, un groupe de rebelles au Burkina, au Niger, au Mali, en Centrafrique, au nord Congo, au nord de la RDC, qui vont toujours avoir des munitions qui ne finissent jamais, sont capables d'avoir des armes automatiques, des bombes et tout ça, justement autour de là où la France va aller chercher son uranium, les États-Unis vont aller chercher leur coltan et ainsi de suite. Donc, est-ce que on se poserait la question de savoir, normalement pour assurer l'autosuffisance alimentaire de nos populations, on a juste besoin de développer de grandes cultures pour le manioc, le maïs, etc., le riz, mais on va avoir plus de champs de cacao et de coton, alors que nous ne les transformons pas sur place et nous n'arrivons pas à nourrir nos enfants. On reste le continent le plus pauvre, mais nous avons des ressources. Nos terres sont annexées, exploitées pour d'autres raisons que de prendre soin de nous-mêmes. Quel Togolais est capable de me dire à quoi sert le phosphate, alors que c'est la première richesse nationale? On a décidé que le phosphate serait la première source de revenus du Togo, mais le Togolais ne sait pas. Le Togolais ne sait pas à quoi sert le phosphate, qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'il ne le transforme pas sur place. C'est récemment avec coronavirus que moi j'ai appris qu'on va prendre des dérivés de phosphate pour fabriquer la chloroquine,
par exemple. Mais pendant des années, on a toujours dit que on exploitait le phosphate au Togo et on exploite le phosphate au Togo depuis, malgré tous les scandales, c'est dans la chasse gardée de la famille qui règne au pouvoir. Mais le Togolais ne sait pas à quoi sert le phosphate et qu'est-ce qu'on en fait. L'Afrique est très riche, mais c'est le système qui l'a rendu pauvre et qui la maintient dans la pauvreté. Et quand je dis système, je ne parle pas forcément de ces impérialistes, colons, néocolons qui vont venir, qui vont créer la guerre et tout ça, mais je parle aussi des pouvoirs que nous avons, des gouvernants que nous avons, des administrations que nous avons, qui sont en partie, sinon les premiers responsables de ce système-là, parce qu'ils continuent et travaillent tous les jours à le pérenniser. L'autre mensonge qui est grave aussi, qui maintient l'Africain dans une situation de dépendance, c'est que l'on va dire à l'Africain que les traditions sont sataniques. Les traditions africaines sont sataniques. L'Afrique est noire, l'Africain est noir et le diable est noir. Bon, si le diable est toujours noir, ils vont dire que Dieu étant la lumière, le soleil, etc. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est obscur, c'est anti-Dieu, donc c'est anti-lumière, et donc tout ce qui est noir, sombre, obscur, c'est Satan. En Occident, les églises sont délaissées, partout. Ici au Canada, par exemple, à Montréal essentiellement, où il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'anciennes églises, elles vont toutes être récupérées et vendues. Ça va abriter des appartements ou ça va abriter des bureaux, mais les églises, personne ne fréquente les églises. Et si l'église est délaissée en Occident, ce qui se passe et ce qu'on regarde, c'est que la magie, par contre, c'est fun, c'est fantastique. Les gens vont faire de la magie à la télé. On va applaudir, les gens vont trouver ça, c'est formidable, c'est tellement sympathique, c'est bon, c'est ceci, c'est cela, c'est fascinant, ça fait rire. On va faire de la magie dans la rue. Ok? Il y a des gens qui vont, on voit plein de vidéos où des gens passent dans la rue et ils arrêtent des passants et ils font des tours de magie. Tout le monde rigole, tout le monde s'amuse. Mais en Afrique, tout ce qui n'est pas Jésus ou Allah, c'est satanique, c'est shaitan. Et encore, vous allez même voir certains abonnés de Jésus qui vont estimer que Allah même, tout ce qui est islam même, c'est pas très 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 bon. C'est limite parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc tout ce qui est de la force et de la culture africaine, des traditions africaines, on va les considérer comme étant diaboliques. Et parce que c'est ce que le colon nous a mis dans la tête. Je vais vous lire des passages dans la Bible, mais je sais déjà que certains, je vois qu'il y a à peu près 23 personnes qui sont en ligne, mais je sais que déjà le fait que je dise que les traditions africaines ne sont pas diaboliques, parce que justement ça se retrouve dans l'Ancien Testament. Et ça, on va lire tout de suite. S'il y en a qui ont leur Bible et qui veulent lire, parce que moi c'est un document de référence que j'ai, on va lire le Lévitique dès le premier chapitre. D'accord? Lévitique 1, on va lire jusqu'au verset 13. Juste pour vous dessiner un peu, à peu près, qu'est-ce qu'on explique dans la Bible. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. » Pour faire une offrande à Dieu, il faut offrir du bétail, que ce soit des moutons, des vaches ou peu importe, même des oiseaux. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Pour obtenir la faveur de l'Éternel, c'est écrit dans la Bible, il faut offrir un bétail, ce sera un mâle, un gros bétail, un mâle, comme un bélier par exemple, qu'il offrira à l'entrée de la tente. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, sur la tête du mouton, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation.
Le principe, c'est qu'en posant sa main sur la tête de l'animal qu'il veut offrir, celui qui veut obtenir les faveurs de l'Éternel va dire que la bête récupère tous ses péchés, toutes ses impuretés et va être sacrifié pour que lui puisse être favorable. Ou même si ce n'est pas une question d'impureté, il va dire que en mettant la main sur la tête de l'animal, ça va créer une relation favorable entre l'animal et celui qui offre le sacrifice et Dieu. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu, etc., etc. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste. Plus loin, on dit, il égorgera du côté septentrional de l'autel devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Mais dès que l'on va voir des Africains avec des autels où on a versé du sang d'animal dessus, on va tous crier que c'est le diable, c'est malsain, ils n'iront pas au paradis, etc., etc. Ça, c'est le Lévitique qui le dit. Le Lévitique, c'est le livre pour les sacrificateurs d'Israël. Aujourd'hui encore, les Juifs, c'est-à-dire les cousins de Jésus, les frères de Jésus, font exactement la même chose, continuent de faire la même chose. Ok, je vous vois venir. Vous allez me dire, ça c'est l'Ancien Testament, Jésus est mort pour nos péchés, tout cela ne compte plus, nous sommes délivrés du péché par la mort de Jésus. Et donc, ça c'est l'Ancien Testament, ça ne compte pas. Allons vers le Nouveau Testament. Maintenant, on va continuer. Parce que justement, généralement, à chaque fois que je dis à des amis à moi que la Bible, surtout l'Ancien Testament, ne parle que de l'Afrique. Tout ce dont la Bible fait la description du début jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, c'est l'Afrique. Les sacrifices que l'on fait, les lois. Samedi dernier, je vous ai démontré dans la Bible que les offrandes que nous faisons pour nos mariages sont pareilles que dans la Bible. Et ce sont des traditions qui sont des traditions universelles d'ailleurs, mais c'est essentiellement la description de ce que nous faisons. On dit souvent que on m'a dit une fois que quand les colons sont arrivés sur les côtes ouest-africaines et qu'ils ont vu que des gens étaient circoncis le 8e jour, ils se sont posé la question, qui sont ces gens-là qui se comportent comme des juifs alors qu'ils ne sont pas des juifs? Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Donc si vous me dites que c'est l'Ancien Testament et que ça ne compte pas et que justement il y a maintenant le Nouveau Testament, Jésus est mort pour nos péchés, etc., je vais vous inviter à aller dans Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6 va dire, et c'est clair et net, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et le psaume 102, verset 27 à 28. Le psaume 102 va dire, « Ils périront, mais toi, tu ne subsisteras. Ils s'useront, tout comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, qui était le frère de Jésus, il est écrit au chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Quand les gens me disent que ça c'est l'Ancien Testament et ça c'est le Nouveau Testament,
parce que Jésus est venu mourir pour nos péchés, donc tout ça là ne compte plus, on ne verse plus le sang, on ne fait plus ceci, on ne fait plus cela, etc. parce que ça a changé. Je dis c'est l'aliénation, c'est un mensonge. La Bible même, je viens de le lire, dit Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et Jésus, à qui on attribue le Nouveau Testament, qui est le modèle du Nouveau Testament, Jésus va dire lui-même dans Matthieu 5, verset 7, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » C'est absolument précis. Même Jésus, auquel on va s'accrocher aujourd'hui pour dire l'Ancien Testament, les sacrifices, les holocaustes, ça ne compte pas. Mais que ce qui compte aujourd'hui, c'est donner sa vie à Jésus et de croire, Hébreux 11, verset 1, que les choses vont arriver d'elles-mêmes et tout ça. Jésus lui-même le dit de sa bouche, en tout cas l'évangéliste le met dans sa bouche. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Abolir, c'est réduire à néant, supprimer, détruire, effacer, annuler. Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir. Et il le répète dans la deuxième phrase, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir, c'est faire, effectuer, exécuter, réaliser, remplir et suivre. Quand Jésus est né, on a offert 2 colombes comme sacrifice au temple. C'est dans la Bible. Jésus a célébré la Pâque. À chaque célébration de la Pâque, on donne une bête. Jésus a enseigné dans les synagogues et ses cousins juifs continuent aujourd'hui encore de faire les mêmes enseignements, les mêmes prophètes, les mêmes lois. Il n'y avait pas de Nouveau Testament, de nouvelles règles au temps de Jésus. Lui-même qui demande à ses fidèles de le suivre, a exactement suivi ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Le Sauveur lui-même, qu'on dit Fils de Dieu, il dit qu'il ne change pas la loi, mais qu'il va effectuer la loi. Et les Juifs continuent de faire exactement la même chose, comme je l'ai dit. Mais comment cela se fait que les Noirs, nous les Noirs, qui avons connu ces lois-là bien avant que le livre n'arrive chez nous, nous, on va quand même dire que ça, c'est faux. Ça nous représente, ça nous correspond. C'est nous, c'est exactement ce que l'on fait dans nos temples depuis bien avant que le blanc n'arrive sur nos côtes. Mais le blanc va nous dire que tout ce que nous faisions là, ce qui est écrit dans sa Bible, c'est du satanisme, c'est pas bon, on va en enfer. Mais nous, on va s'accrocher à ce que le blanc a dit, même si on se rend compte et qu'on ouvre les yeux sur le fait que, ben non, c'est exactement ce qui est dit dans la Bible. Mais ce qui va justifier ce comportement, c'est que justement, on va imprimer plus de Nouveau Testament que de Bible, ou même l'Ancien Testament, même ça n'existe pas dans un livre comme vous pouvez trouver le Nouveau Testament. Pour accéder à l'Ancien Testament, il faut acheter la Bible ou la Torah, ou même le Coran, parce que c'est à peu près des textes similaires qui se retrouvent dans ces livres-là. Mais vous ne trouverez jamais de livret, en tout cas moi je n'en ai jamais vu, de livret Ancien Testament uniquement quelque part, parce que ce n'est pas ça que le colon veut utiliser pour nous obliger à être obéissants. Le colon va utiliser le Nouveau Testament pour dire « Heureux les pauvres. Si on te frappe sur une joue, tourne l'autre joue, tu iras au paradis. » C'est ça qui était important. Et tout était dans comment on appelle ça, dans l'adjectif nouveau. En droit, un Nouveau Testament va remplacer et se substituer automatiquement à un Ancien Testament parce que c'est nouveau, c'est récent. La personne avait fait un testament une fois, il n'est pas décédé, il a changé d'avis. C'est le dernier testament qui a été établi qui est valable. On va travailler avec ça. Et quand même, on va parler de Nouveau Testament. On va dire que c'est une nouvelle alliance, c'est quelque chose de nouveau, c'est totalement différent. Mais Dieu lui-même dit qu'il ne change pas. Mais nous, on préfère garder le nouveau Dieu qu'on nous a donné parce que ce nouveau Dieu-là qui a été donné par le colon, il est plus intéressant, il est plus important que l'ancien Dieu qui justement ressemble à ce que nos grands-parents faisaient. La nouveauté, la modernité, ça s'appelle un attrape-nigo. C'est quand on est sot, on l'a été longtemps,
qu'on va rester dans cette démarche-là. Sur la terre entière, des pratiques ancestrales africaines ont toujours existé et sont toujours d'actualité partout. Le druide qui fait des potions magiques dans Astéris, c'est la même chose que dans les traditions africaines quand vous allez avoir des infusions. Ok? Mais on va dire que c'est Astérix et Obélix, c'est peut-être une bande dessinée, ça n'a pas existé, mais les druides ont bel et bien existé. Les chamans existent. Et la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, qui sont des concepts complètement occidentaux, ils utilisent des pratiques et ils font des enseignements qui s'apparentent à l'Ancien Testament et à ces pratiques de l'Afrique noire que nous-mêmes nous rejetons et nous réprouvons pour nous accrocher à ce qui n'est que chimère. Si la nature a mis autant de richesse, de sagesse, de force et d'intelligence dans l'homme noir, ce n'est pas pour rien que l'homme noir a été partout dans l'univers, que l'homme noir est issu de ce continent où il y a 40% de la richesse mondiale, qu'on ait une température hyper clémente en Afrique et tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. L'homme noir en soi est quelqu'un d'intelligent. Mais l'un des autres mensonges, le troisième mensonge que j'ai relevé dans mon exercice de ce jour, c'est qu'on va dire que l'Africain n'est pas éduqué, pas instruit, il n'a pas de connaissances. On attribue l'invention de l'école à Charles. Oh là là. Ah, j'ai fait un dégât. Je vais chercher un truc, j'arrive. J'ai fait un dégât. J'ai fait un dégât. J'ai versé mon verre sur mes papiers. J'ai même pas bu. Hein. Je suis pas encore saoul. Bon, on va continuer. Donc je disais que le mensonge aussi, c'est de dire que l'Africain n'est pas instruit, l'Africain n'a pas de connaissances, etc. Et donc, on va négliger l'intelligence de l'homme noir. On attribue l'invention de l'école à Charlemagne, un roi français, et on dira ensuite que c'est Jules Ferry qui a créé l'école que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les bancs, le professeur, l'éducation nationale en soi. Et c'est lui qui a rendu l'école obligatoire, gratuite et laïque, parce qu'avant ça, c'était entre les mains des prêtres. Vous remarquerez que l'école est payante en Afrique et est chère en Afrique. Et même qu'à l'issue de l'école en Afrique, on ne va pas donner de considération à ça, parce que l'école qui est faite en Occident est meilleure. Depuis les années d'indépendance, on n'a toujours pas réussi à financer convenablement l'éducation nationale dans nos pays. Et puis, sachez-le, les pays francophones ne sont pas capables de changer de programme scolaire sans l'aval et l'accord de la France. Les pays francophones en Afrique, les pays colonisés d'ailleurs, ne sont pas capables de déterminer quel est leur propre programme d'éducation nationale sans l'accord de la France. Donc, tous ces ragots-là qui attribuent l'invention de l'école à Charlemagne ou à Jules Ferry, c'est des ragots, c'est des mensonges parce que l'école a été inventée en Égypte antique. Toute la civilisation grecque s'est instruite en Égypte. Ils allaient en Égypte pour aller s'instruire. Ils ont
euh, l'Égypte est le berceau des mathématiques, de la géométrie, et l'Égypte est le berceau de l'écriture. Et tous les Grecs allaient là-bas pour aller puiser les sciences. Et on parle de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qui d'ailleurs a été brûlée pour effacer toutes les traces de cette connaissance, de cette préséance du continent africain et des Noirs. Ils ont tordu le cou à la lecture de l'histoire en déplaçant le curseur du noir vers le blanc, et aujourd'hui encore ça continue. Lorsque Dieu est devenu blanc, son fils donc blanc, sa femme est blanche, tout ce qui a la peau blanche va avoir plus de valeur que la peau noire, tout ce qui vient de la peau noire. Et malheureusement, ça va continuer et se perpétuer. Ça a conduit à la dépigmentation de la peau de nos sœurs, à la préférence qui est faite automatiquement par tout ce qui est blanc. Et puis, nous détestons nous-mêmes, nous détestons notre propre peau. Et malheureusement, à l'inverse, quand on décide de faire une réclamation qui soit valable, ce qu'on fait, et c'est plus grave, c'est qu'on va rentrer dans une forme de réclamation violente qui non plus ne nous fait pas avancer. À quoi sert ce qu'on apprend à l'école? Aujourd'hui, l'école occidentale qui a été imposée en Afrique nous enseigne des choses dont on ne se sert que très peu dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime beaucoup étudier et puis j'ai envie encore d'étudier. Mais une fois, j'étais là à réfléchir, je me dis, mais est-ce qu'on a besoin de faire l'université, d'aller à l'école, de faire de grandes études, d'avoir des diplômes prestigieux pour avoir la connaissance? À mon expérience et à l'analyse des choses, j'ai trouvé que non. Malheureusement, l'école, effectivement, telle qu'elle existe, c'est pour créer un conditionnement. Quand elle a été fondée par Jules Ferry au XVIIIe siècle, c'était au XIXe siècle, c'était pendant la révolution industrielle. Il fallait former des employés obéissants, donc on les a mis dans un moule pour qu'ils ne soient pas capables de chercher, de travailler leur propre intelligence, mais qu'ils soient juste des récepteurs. Et donc les enfants vont être assis, ils ne vont pas bouger d'eux-mêmes, on va leur inculquer des notions, ils vont respecter le maître pour pouvoir être justement de très bons employés qui vont respecter l'entrepreneur, le directeur, de très bons citoyens qui vont respecter le pouvoir public. En Afrique, on reproche à nos sociétés de n'avoir pas écrit, de n'avoir pas mis en place des documents, mais effectivement on l'avait fait en Égypte, mais ça a été brûlé par ceux à qui on a voulu partager ça. Mais on peut apprendre plein de choses à l'école, mais on ne s'en sort pas dans la vie parce que l'expérience sur le terrain va nous apprendre un peu plus l'observation qu'il y a autour de nous. Vous savez, Newton n'est pas allé à l'école pour savoir qu'il y a une attraction dans la Terre. Il lui a fallu juste de voir une pomme tomber d'un arbre et de se demander c'est quoi, pourquoi est-ce que quand chaque chose tombe, cette chose-là va aller au sol. Et c'est là qu'il a découvert l'attraction universelle. Et aujourd'hui, les avions volent grâce à ces calculs-là de Newton. Donc l'éducation occidentale enseigne à écouter, exécuter, obéir. L'éducation africaine telle qu'elle existait avant, telle que nous l'avons connue, va vous apprendre à observer, à expérimenter, à chercher par vous-même, à vous trouver des opportunités dans la vie. Et même lorsque les Noirs vont aller à l'école occidentale et qu'ils vont réussir, on va les occulter. Ils vont réussir, on ne va pas en parler. On parlera des Noirs qui savent courir, qui savent chanter, danser, des artistes, des sportifs. On parlera très peu du Noir qui est brillant, qui est hyper brillant dans la société. Il arrivera même des moments où des Noirs vont mettre en place des choses, mais ça va être toujours attribué aux Blancs. Et on verra pourquoi après. L'autre chose, en dehors du fait qu'on nous a dit que l'Afrique était pauvre, que l'Afrique, les traditions de l'Afrique sont diaboliques, et qu'on nous a dit ensuite que l'Africain n'est pas intelligent, on va dire que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire. Cette idée-là qu'on nous fait croire ce qu'on nous dit et on pense que les Noirs sont derrière l'évolution des choses et qui va faire que nous allons continuer à considérer l'Occident comme étant un modèle à suivre, c'est parce qu'on nous a inculqué que nous étions en retard.
Nous n'avions pas de civilisation, justement la semaine dernière on en parlait. Ils sont venus civiliser l'Afrique parce qu'ils ont apporté un modèle de société qui était plus dynamique, plus ci, plus ça, etc., que nous n'avions pas. Sarkozy, dans ce qui est appelé aujourd'hui le discours de Dakar, avait dit, à l'époque qu'il était président de la République, il est allé à Dakar, il a déclaré ceci. Le drame de l'Afrique vient du fait que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop dans le présent, dans la nostalgie du paradis de l'enfance. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée du progrès. Selon le président français, je pense à l'époque c'était la 6e puissance du monde, l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire. L'Africain va rester dans un passé nostalgique, mais ne va pas pouvoir être capable d'aller vers le progrès. Ensuite, le jeune président français Emmanuel Macron, lui va dire plus grave. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent. Il est beaucoup plus profond. Il est civilisationnel. Macron dit que l'Afrique a un défi de civilisation. C'est-à-dire que la civilisation de l'Afrique, aujourd'hui, ce n'est pas une civilisation. Il faut que l'Afrique se civilise. Le défi de l'Afrique est beaucoup plus profond. Il est civilisationnel. Quels sont les problèmes en Afrique? Les États faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est l'un des défis essentiels de l'Afrique. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Pour le jeune président Emmanuel Macron, l'Afrique n'a pas de civilisation, il faut qu'elle ait une civilisation. Et que les États ont failli. Comment les États ne vont pas faillir quand la France va soutenir des gens médiocres qui vont s'accaparer du pouvoir? Comment les transitions démocratiques en Afrique ne seront pas complexes quand la France peut envoyer chercher des présidents élus, les déloger de la présidence pour le donner à des gens qui vont faire ce qu'eux ils veulent? Comment les transitions démocratiques de l'Afrique ne seront pas complexes quand la France va toujours soutenir des dictateurs qui les laissent exploiter les ressources naturelles de ces États-là? Quand Macron dit que les femmes font 7 à 8 enfants et que la France peut décider de dépenser des milliards d'euros, il a parlé d'euros, hein. C'est-à-dire qu'il a la condescendance de celui qui donne à manger à l'Afrique et il dit, je veux bien vous donner de l'argent, je veux bien vous donner des euros parce que vous n'avez rien, vous êtes pauvre. D'accord? Le continent est pauvre. Mais arrêtez de faire beaucoup d'enfants. Le gars qui parle n'a pas d'enfants. Le gars qui parle n'a pas d'enfants. Mais il peut décider du haut de sa présidence en France que les femmes africaines font trop d'enfants et il faut que ça soit régulé parce que lui, peu importe ce qu'il veut dépenser ou qu'il va dépenser, ces milliards d'euros à lui, à la France, mais il ne pourra rien stabiliser parce que ce sera jeté dehors. Mais la corruption, il n'en parle pas. Il ne parle pas de l'exploitation des ressources africaines. Il ne parle pas du fait que l'uranium du Niger sert plus la France que le Niger lui-même, que l'électricité est un problème au Niger alors que c'est le sous-sol du Niger qui électrifie la Tour Eiffel pour les différentes parades qu'eux ils peuvent faire là-bas avec le nucléaire. Comment le pétrole du Gabon, du Congo, les diamants de Centrafrique, le phosphate du Togo, comment ces États-là ne seront pas des États faillis si la France continue d'exploiter à ce moment-là, qui sont capables d'envoyer des forces, licornes, je ne sais pas quoi, partout dans des pays des gens, qui soient obligés aujourd'hui de décider de comment est-ce que les gouvernants choisis par les Africains, ou en tout cas peut-être pas choisis, mais les gouvernants veulent décider d'orienter l'éducation d'une certaine façon, mais ils doivent prendre l'autorisation chez la France. Et puis Sarkozy, lui, il parlait de quelle histoire en disant que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire? Cette histoire qui a été réécrite par l'Occident, cette histoire qui a été réinventée, camouflée, formatée par l'Occident, l'Égypte, les sciences mathématiques, la géométrie, toutes ces notions et expériences que l'Égypte a données au monde entier. À quoi ça sert? Et avec ça, on va dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire.
De quelle histoire? Celle de l'Europe ou des États-Unis qui ont été construits avec des esclaves noirs, africains, des ressources africaines, des minerais africains, avec l'exploitation de l'Afrique. On parle de quelle histoire? L'Europe a été construite comme ça, avec ses esclaves, le commerce triangulaire. Les États-Unis n'en parlons pas. Ce sont les Noirs américains, descendants, afro-descendants, qui ont été déportés vers ces sols-là, qui ont travaillé dur pour construire les États-Unis. Aujourd'hui, on peut tirer sur eux comme ils veulent. Et ça, c'est pas important. Sarkozy parle de quelle histoire? L'histoire de l'Europe, on parle de quoi? De la Première Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, où des gens sont allés mourir au nom de la France, pour sauver la France. On parle de quoi? On parle de quelle histoire? De ce que ces pays-là aujourd'hui, ces pays qui soi-disant font l'histoire là, et qui se basent sur le travail de ce qu'on appelle la France qui se lève tôt, par exemple, c'est tous ces millions de migrants, d'immigrés qui font le tissu social de ces pays occidentaux aujourd'hui, le tissu fiscal même qui paie des impôts. Dans quelle histoire est-ce que le noir doit encore rentrer pour qu'on puisse mériter un minimum de respect et de considération? Donc, à un moment donné, il faut admettre que des premiers êtres qui ont apparu sur le sol, sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, ces êtres-là qui ont subi différentes mutations et variations à cause de leur adaptation à des climats différents, sont devenus jaune, noir, rouge ou peu importe, ça a été des noirs. Ce sont des noirs. Le noir n'a pas à être au cœur de l'histoire. Le noir est l'histoire. Quand tu es l'histoire, tu n'as pas à être au cœur de l'histoire. Le noir est le cœur de l'histoire. Parce que le noir a tout fait de l'Égypte, de la préhistoire, de l'Égypte jusqu'à encore aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui est très dommage. On va dire que les Africains ne sont pas assez intelligents, ils n'ont pas assez fait, ils n'ont pas assez construit, ils n'ont pas assez élaboré. Mais c'est eux qui étaient à la base de tout. Mais tout ça, c'est du lavage de cerveau qui est fait avec différents moyens. Ce lavage de cerveau-là va nous mettre dans la tête que nous ne sommes rien, nous n'avons jamais rien accompli. Malheureusement, nous avons trop accompli, nous continuons de participer encore aujourd'hui, tous les jours, par nos ressources naturelles, nos richesses. Parce que quand vous avez des pays qui sont obligés de commercer en griffe avec l'Afrique pour aller chercher des minerais dont ils ont besoin chez eux, c'est parce que nous sommes le grenier du monde. C'est parce que nous avons tout, nous leur donnons tout. Mais on va nous, en tant que dignes descendants de cette terre-là, nous mettre dans la tête que nous ne sommes rien. Les médias aujourd'hui qui font ce lavage de cerveau, ça n'a pas commencé avec les médias, ça a commencé avec les livres qui vont intégrer des mensonges, des fables, des contre-vérités tout le temps. Et ces contre-vérités vont être répétées, données comme information, mais cette information est complètement biaisée, orientée, manipulée, de sorte à peindre l'histoire en faveur de la race blanche, implantant dans les cerveaux de tout le monde une forme de suprématie de la race blanche sur les autres races. Mon problème n'est pas la race blanche en tant que telle, mais c'est la suprématie vendue et vécue des blancs, vécue des blancs aussi, mais vécue par des noirs, qui vont se soumettre comme de façon automatique aux blancs, juste parce qu'il a la peau blanche. Tout ça, c'est un conditionnement qui a été fait par les livres, un conditionnement qui est continuellement effectué par les médias, par l'accumulation, la multiplication de préjugés raciaux, de la présentation exclusive de réussites qui sont des blancs. Comme je le disais tantôt, on va parler des noirs parce qu'ils ont chanté, parce qu'ils ont joué au foot ou ils font du sport, mais on ne parlera pas des noirs qui vont développer, construire. On va construire une opinion même défavorable du noir en les présentant comme des bandits. On va les mettre dans le décrochage scolaire, dans la prostitution, dans la drogue, etc. Et dès que un noir va vouloir réussir, faire quelque chose, si on peut l'éteindre pour récupérer ça, pour l'attribuer à une autre personne, ces médias-là vont faire ce travail-là convenablement. Malheureusement pour nous, ce sont ces médias-là que nous voyons. Et la répétition état pédagogique, on va intégrer sans en prendre véritablement conscience, nous-mêmes que nous sommes en train d'intégrer ça comme étant une valeur, on va intégrer ça dans notre fonctionnement et ça va nous nuire jusqu'à aujourd'hui. L'exemple que j'ai encore remarqué récemment, c'est que
Ici, à cause de la crise du coronavirus à Montréal, une députée que je connais bien a demandé à l'Assemblée nationale du Québec de demander au Canada de régulariser tous ces demandeurs d'asile qui travaillent dans les centres d'habitation de soins de longue durée pour les personnes âgées. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tous les reportages des grandes chaînes qui vont aller au cœur de ces centres d'habitation pour personnes âgées là, qui ont été gravement atteints par la crise du coronavirus, on va montrer seulement des exemples de personnes, pas des personnes, des demandeurs d'asile dont on parle en ce moment et à qui on demande la régularisation, mais on va montrer d'autres personnes qui sont de race blanche, qui sont là, et puis on va apercevoir de loin ces gens-là qui ont été au cœur de la chose. C'est ça. C'est quand il faut parler, par exemple, de ces travailleurs, de ces médecins, on mettra plus les blancs en avant que les noirs, parce que le noir, ben, il va jouer au football, il va chanter, puis c'est tout. Il y a l'endoctrinement. Cet endoctrinement, il est fait par l'éducation, il est fait par la religion, etc. On l'a vu tantôt, ils vont nous obliger à croire que nous ne sommes rien. Ils vont nous mentir en nous disant que nous n'avons rien fait, nous ne possédons rien, que c'est eux qui ont la vérité et nous, on va les suivre. Ils vont nous attacher, nous sommes continuellement des esclaves. La formation de l'élite africaine après la colonisation n'a répondu qu'à un seul objectif, continuer à maintenir les colonies dans une forme de dépendance. On va assassiner ceux qui sont brillants, qui veulent être autonomes, conduire leur pays. On va donner à des gens qui ne sont pas brillants et qui vont, eux, continuellement exercer la dépendance vis-à-vis de l'ancienne colonie. Et c'est ça qui est le drame des pays francophones d'Afrique. On va nous obliger aussi à nous soumettre au blanc, parce que le blanc est quelque chose, puisque de toutes les façons, l'homme noir ne peut pas se considérer comme égal avec l'homme blanc, parce que pour l'homme noir, Dieu est blanc. Pour l'homme noir, Jésus est blanc. Marie est blanche. Les photos, les images qu'on a partout dans nos églises, où des millions de gens vont aller tous les jours pendant toute leur vie, s'agenouiller devant une Vierge blanche, un Jésus blanc, considérer, imaginer Dieu comme étant blanc, un vieux blanc. Mais naturellement, ce noir-là ne peut pas se considérer comme égal, ne serait-ce que comme égal avec une personne qui ressemble à son Dieu. C'est ça qui est l'endoctrinement qui est facilement fait. Les écoles, c'est pareil. Les écoles, c'est que on va avant même de finir avant d'attaquer les écoles, ce que je voulais dire, c'est que la religion, effectivement, va nous dire que Dieu était blanc. Les gens aujourd'hui ne sont pas capables d'imaginer Jésus sans imaginer un blanc. On n'est pas capable d'imaginer Jésus sans imaginer un blanc. Pourtant, la Bible raconte que pour cacher Jésus, on a envoyé en Égypte. Quand il était un enfant et que Hérode voulait le tuer, c'est en Égypte qu'il est parti se réfugier. Mais non, il n'est pas noir, il est blanc. Sauf que l'image de Jésus que nous avons aujourd'hui, c'était l'image de Cesare Borgia. Cesare Borgia, c'était le fils du pape Alexandre VI. Ce pape va se lever un matin, parce qu'il est d'origine espagnole, et pendant que les morts vont envahir l'Espagne, et qu'il va devoir envoyer la garde du Vatican, les soldats, l'armée du Vatican pour soutenir l'Espagne contre les morts, il va appeler Léonard de Vinci et Michel-Ange et va leur demander de dessiner un autre visage du Christ qui ne corresponde pas à ces basanés qui attaquent son pays natal, c'est-à-dire l'Espagne. C'est ainsi que Léonard de Vinci va dessiner Cesare Borgia, dont il était l'amant. Il va dessiner le Christ sous la forme ou sous le visage de Cesare Borgia, dont il était l'amant, et il sait très bien que son père lui voue une admiration sans faille. C'est ainsi que Cesare Borgia est devenu le Christ. Ensuite, pour jouer Cesare Borgia dans un film, il y a eu, Robert Powell, un acteur, qui est allé au casting pour aller jouer le rôle de Judas. Et non, finalement, il a été retenu pour jouer le rôle de Jésus. Et c'est sur son image tirée de ce film-là qu'on va dessiner partout, vendre partout. Et nous allons les prendre, les accrocher à nos murs, dans nos maisons, dans nos chambres. Et les Noirs vont aller là-bas pour aller se courber et se soumettre. Voilà. Voilà ce qui arrive quand on nous endoctrine,
on nous met dans une position inférieure constamment, quotidiennement, régulièrement, on n'arrive plus à s'enlever nous-mêmes les mensonges de la tête. La corruption, je voulais parler de la corruption de l'élite africaine. Les médiocres sont en avant. Les médiocres vont s'entourer de plus médiocres qu'eux pour ne pas que leur médiocrité soit visible. Ils ne vont pas s'entourer des gens qui sont intelligents. Mais même quand les gens intelligents vont aller se rejoindre les médiocres, malheureusement, ce qui va arriver, c'est que par cupidité, par corruption, ils vont se taire, se soumettre pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Tirer de l'argent d'ailleurs. Donc, les médiocres sont élevés en modèle. Les dirigeants au lendemain de l'indépendance vont être des médiocres parce que les Sylvanus, les Lumumba étaient trop brillants, on les a assassinés. On a mis en place des gens qui n'avaient même pas dépassé le CE1. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Merci, bonsoir. Donc, ce qui arrive, c'est que on va continuer à éduquer nos enfants de la même façon que nous avons été éduqués. Aujourd'hui, avec toutes les informations qui circulent partout, on sait qu'il y a eu des faussetés, des mensonges. Malheureusement, on continue d'éduquer nos enfants avec les mêmes histoires. La même photo de Jésus blanc, la même histoire de Dieu est blanc ou de la Vierge Marie est blanche. Les mêmes faussetés que l'Afrique n'était rien et que c'est la colonisation qui est venue apporter, comment on appelle ça, la lumière aux Africains. Les Africains, ils n'avaient aucune gestion de leur territoire, ils ne connaissaient rien. C'était des cancres, des villageois, des pauvres, et c'est l'Occident qui leur a apporté quelque chose. Cela va nous mettre dans des contextes tellement difficiles que, malheureusement, sans faire exprès, on va être systématique vis-à-vis des gens qui vont rentrer de l'Occident. Quand les gens vont rentrer de l'Occident, on va les considérer comme plus intéressants que ceux qui sont en local. Les universités africaines, francophones, qui ont le même programme, la même rigueur, les mêmes examens, les mêmes exercices que les universités françaises, vont émettre des diplômes qui n'auront pas la même valeur que l'université d'un village de France. Malheureusement, c'est comme ça. Je sais que ce qui arrive ici et ce dont je parle, les gens vont acquiescer, vont dire c'est vrai, mais après ils vont quitter la vidéo, ils vont retourner toujours dans ce conditionnement parce que c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de laisser ces habitudes-là qui nous ont tellement rendus confortables sans aucun effort. Pourquoi se torturer à vouloir imaginer un Jésus noir alors qu'on est déjà habitué à un Jésus blanc? Ne serait-ce que pour prendre cet exemple-là. La pire espèce des Noirs, auxquels il faudra faire la guerre aussi, c'est ceux qui vont retourner aux richesses, aux ressources, aux traditions africaines, pas pour le bien commun, le bien collectif, mais pour dominer sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a enseigné que la domination, la division entre nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Savoir que tous ces mensonges-là existent, c'est une bonne chose. Savoir qu'il faut s'en sortir, qu'il faut se départir de ces mensonges-là pour grandir, c'est certain. Mais comment? C'est avec la solidarité, dans l'unité, dans la cohésion, dans la lutte et l'action qu'on va décider de sortir l'homme noir, l'Africain, essentiellement l'Afrique, de cette situation. Je suis persuadé d'une chose. Tous les Noirs américains qui sont torturés sur leur territoire, tous ces Haïtiens qui n'arrivent pas à s'en sortir sur leur territoire avec toute la misère qu'il y a. Si l'Afrique était une terre intéressante où ils pouvaient retourner à leurs ressources, aller s'installer pour participer à ce continent-là où leur peau est reconnue, ils ne sont pas tués à cause de leur couleur de peau, ils ne sont pas discriminés à cause de leur couleur de peau, ça va nous faire de la richesse. Mais tant que les Africains vont continuer à sortir du continent parce qu'ils ne peuvent pas, tant qu'on ne peut pas lutter pour changer les choses sur notre propre territoire en Afrique, on continuera à laisser échapper toutes nos richesses, toutes nos ressources intellectuelles, nos forces vitales, c'est-à-dire les jeunes vont partir, qui va rester pour construire le pays? Les gens vont aller payer des impôts dans d'autres pays, mais ils ne pourront pas rester. Malheureusement, ce sont des fois nos pouvoirs publics qui font tout pour que la jeunesse quitte le territoire. Ils ne se rendent pas compte que c'est comme ça qu'on est venu chercher les gens pour les emmener en esclavage
et ne sont restés que les vieillards et les enfants qu'on a continué à conditionner. Aujourd'hui, chaque jeune Africain veut quitter le pays pour aller en Occident parce que c'est mieux là-bas. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. Pour la petite histoire, moi j'ai toujours dit, j'ai voulu partir, je ne suis pas parti, je suis resté, j'ai voulu tout faire sur place jusqu'à ce que je sois obligé de partir, laissant mes enfants, ma famille sur place. Obligé de partir parce que le système va vous étrangler, va tellement vous mettre la pression que vous ne pourrez rien faire. C'est ça la corruption. Mais c'est dans la solidarité, la cohésion, l'unité et l'action qu'on peut s'en sortir. Il faut qu'on mette en place nos propres systèmes d'éducation, notre propre modèle de développement. Aujourd'hui, vous allez voir, entendre parler d'environnement, de respect de la nature, de ceci, cela dans les pays occidentaux, et ça va être la nouvelle tendance. En Afrique, c'était déjà ça. En Afrique, c'est déjà ça. Les Africains ne torturent pas leur sol pour aller chercher je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas besoin de construire des immeubles pour se sentir riches. L'Africain était riche parce qu'il avait une grande famille, qu'il avait plusieurs femmes, plusieurs enfants, et il cultivait beaucoup la terre. Et puis c'était des parcelles qui étaient à ses enfants. Il n'avait pas besoin d'avoir une case plus grande que celle de son voisin pour se sentir important. Aujourd'hui, c'est ça qui arrive. On a même dans des cités où les gens vont chercher à avoir une plus belle maison que l'autre, à avoir une plus belle voiture que le voisin. Et c'est ça. C'est ça qui arrive. Nous devons changer le système d'éducation dans nos pays parce que c'est l'éducation qui forme les générations. Si nous continuons de perpétuer l'éducation qui nous a fait du tort, qui continue de nous conditionner, de nous faire du mal, si on continue de donner ça à nos enfants, eux aussi vont être aliénés. Eux, ils vont répéter le même schéma ad vitam aeternam. Et c'est ça qui est dommage. Nous avons des pays où il n'y a pas de justice, mais on forme des juristes, des avocats et des juges. Pour faire quoi? La corruption. Nous avons des pays où on n'a pas d'hôpitaux, on forme des médecins qui ne vont pas pouvoir exercer parce qu'il n'y a pas de place, ou soit ils ne vont pas être bien payés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont quitter le territoire pour aller faire chauffeur de taxi à New York, à Montréal ou à Paris. Nous avons des littéraires. On forme des littéraires en Afrique, personne ne lit. Personne ne lit, mais on forme des littéraires. Pourquoi faire? Il faut que les gouvernants arrivent à décider de quoi est-ce que j'ai besoin, de quel type de main-d'œuvre j'ai besoin pour véritablement, on va influencer, investir dans ces filières-là pour que les gens dont on a besoin pour construire nos pays soient formés sur place et qu'ils puissent rester sur place. C'est un gros travail à faire. On forme des entrepreneurs. Vous allez voir en Afrique aujourd'hui, on parlera d'entrepreneuriat, devenez entrepreneur, soyez votre propre patron. Tous les gens vont lever, employés à je ne sais où sur leur profil sur les réseaux sociaux pour mettre CEO ou PDG de je ne sais pas quoi. Vous construisez des entreprises dans des pays où il n'y a pas un système économique qui soit fiable. Vous construisez des entreprises, des projets d'entreprise dans des pays où il n'y a pas de pouvoir d'achat qui va acheter vos biens. Personne. Vous ne pouvez pas faire de la transformation sur place parce que vous ne pouvez pas avoir les moyens de faire quoi que ce soit et personne n'achètera. Mais vous êtes entrepreneur de quoi? Vous devenez des hommes d'affaires, vous voulez faire des affaires dans des pays où l'État même est le premier mauvais payeur. L'État ne paye pas sa dette intérieure parce que les agents de l'État sont trop occupés à mettre l'argent public de côté dans leur poche pour leur propre usage, leurs propres enfants, pendant que les gens ils peuvent continuer à mourir. L'autre chose, c'est qu'on parle de démocratie, on pense que la démocratie a été inventée en Grèce et que cette démocratie-là, il faut qu'on se l'approprie. Moi, je veux juste faire une petite parenthèse. Il n'y a rien qui a été inventé en Grèce. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle l'arbre à palabres en Afrique. L'arbre à palabres, c'est le lieu de discussion sociale communautaire. Le roi est assis, entouré de ses notables. Les notables sont les différents chefs des groupes de familles qui constituent le territoire. Et ces notables-là vont faire partie du gouvernement et de l'Assemblée, mais on va aller quand même sous l'arbre à palabres pour échanger, partager avec la population qui va prendre la parole et poser des questions et parler. Mais aujourd'hui, même dans nos écoles que nous avons héritées de la colonisation, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les majors de classe, pas parmi les gens qui sont les plus intelligents, pour montrer l'exemple, pour récompenser la réussite et l'intelligence, mais on va prendre le plus fort,
le plus vieux ou le plus grand, parce que lui pourra se faire respecter par la force. C'est le modèle dictatorial par essence. Le modèle dictatorial va commencer déjà à l'école, où les gens qui sont les plus brillants, les plus ingénieux de la classe vont craindre un cancre en arrière, et lui va être le major, il va pouvoir écrire ton nom sur la liste des noms des bavards, il va pouvoir te terroriser et tout ça. Mais pendant ce temps que lui, il exerce un pouvoir qui n'est pas légitime, qui n'est pas légal, vous allez être obéissant, avoir peur de lui et étudier, et puis c'est lui qui ne va pas réussir. Mais depuis toujours, c'est comme ça, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Et moi, j'ai dit une fois sur une radio à Lomé en disant, j'ai dit que il faut que chaque trimestre, il y ait des élections dans chaque classe, parmi les meilleurs de la classe, qui vont former un comité de gestion de la classe pour le bien-être collectif. Et ce sont ces gens-là qui vont former, avoir des stratégies de gestion. Mais c'est ce que les Blancs font dans leur pays. C'est comme ça que les Blancs font dans leur pays. Il y a des présidents d'école. C'est parmi les enfants les plus brillants ou les plus populaires qui vont faire des campagnes, qui vont passer de classe en classe pour être élus. Et ils ont des mandats à respecter. Nous, en Afrique, on ne fait pas ça. La démocratie, dont nous sommes même les initiateurs depuis l'Égypte et même dans nos villages, cette démocratie, soi-disant importée avec le discours de la bolle de François Mitterrand dans les années 90, cette démocratie-là, on va vouloir se l'accaparer, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'apprend pas ça à nos enfants à la maison. On donne toujours la place aux plus médiocres parce qu'ils sont plus forts, et les plus forts vont toujours continuer à gouverner. Ils vont astreindre les gens intelligents dans leur gouvernement, les corrompre, les menacer de vie, de les assassiner, et eux aussi ils vont se soumettre, et ça va créer cette corruption gouvernementale que nous connaissons tous. Il faut aussi penser à la suppression, ou soit à une organisation stricte de ce que nous appelons les chefferies traditionnelles. Nous sommes en démocratie, mais vous avez le président de la République qui est un cancre, qui est là parce qu'il a des armes, qu'il est soutenu par la France avec des armes, et lui il va rester au pouvoir, il va s'accaparer de la richesse du pays, mais il ne va pas respecter les 2 mandats, ou le mandat, il ne va pas vouloir partir. S'il meurt, il faut que ce soit son fils qui le remplace. Pourquoi est-ce qu'il a la possibilité de le faire? Mais c'est parce que le chef de village fait pareil, mais lui il n'a même pas d'armée. Parce que le chef de quartier fait pareil, il n'a même pas d'armée, il n'a même pas d'argent. Mais donc soit on dit que ce sont des fonctions symboliques et on leur enlève certaines choses, ou que même dans les quartiers, pourquoi est-ce que c'est une famille seule qui va diriger le quartier? Ils n'ont pas la science infuse, il faut que ce soit rotatif. Cette démocratie-là doit s'apprendre dans les quartiers. Dans chaque petite cellule de nos vies, on doit pouvoir instaurer la démocratie et surtout la culture de l'excellence. Donc si on n'arrive pas à astreindre ces organisations traditionnelles de chefs, de rois, tout ça, et les organiser comme il faut, malheureusement, le chef de l'État qui va avoir de l'argent et des armes, ben, il va vouloir rester, et rester ne jamais partir. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est logique. Là, l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que la lutte véritable qu'on doit faire contre les ennemis de l'Afrique, ça c'est important. Je vais boire un peu. Avant de renverser mon truc sur mon texte. On va lutter sévèrement contre les ennemis de l'Afrique. Sans concession. Sans concession, il faut lutter contre les ennemis de l'Afrique. Les ennemis de l'Afrique, ce sont tous ces gens-là dont on parle, nos dirigeants, notre élite corrompue, ou tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont vouloir maintenir l'Afrique et le noir dans ce genre de soumission, et d'obéissance et de dépendance qui ne nous honore pas et qui ne nous élève pas. Mais sans concession. Aucun peuple dans toute l'histoire ne s'est autodéterminé, n'a pris son destin, son propre destin en main, sans que ça soit une lutte. Écoutez, la vie d'un individu ne vaut rien par rapport à la vie d'une nation. La vie d'un individu ne vaut rien par rapport à la vie d'une nation. Barack Obama, faisait envoyer les Navy Seals pour aller tuer des gens au Moyen-Orient, et à la fin, il disait God bless America. God bless America. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique.
Mais les États-Unis d'Amérique ont envoyé des bombes sur des hôpitaux. Des enfants sont morts en Syrie, au Yémen, ou je ne sais pas où, en Arabie Saoudite, en Palestine. Mais, God bless, America. Mais dans la Bible, les exemples sont légion. Moïse, David, tout ça, ils ont tué des gens pour pouvoir implanter leur territoire. La terre promise n'était pas une terre vide. La terre promise que Josué, chef de guerre, a récupérée pour le peuple hébreu n'était pas une terre vide. Ils sont allés faire la guerre à ces gens pour les soumettre. C'est pareil. Si vous voulez faire la révolution, sur les réseaux sociaux pour dire je proteste, je suis ceci, je suis cela, je suis Charlie, je suis je ne sais pas qui d'autre, je n'aime pas si faire des affiches ou faire des peintures sur les murs, protester dans la bouche sans véritablement faire des luttes âpres, même voire violentes, vous n'irez pas loin. Vous me direz certainement que les Occidentaux sont plus forts, ils sont plus outillés, ils ont plus d'armes, etc. Mais quand on retourne dans l'Ancien Testament, il me semble que David, il était très jeune quand il est venu sur le front de guerre pour apporter de la nourriture à ses grands frères qui étaient partis à la guerre. Et là, quand il arrive, il entend Goliath parler contre le peuple d'Israël, contre le Dieu d'Israël. Et ils ont dit que si quelqu'un est capable de vaincre Goliath, les Philistins vont se considérer comme vaincus. Et quand David se fâche et qu'il dit, ben c'est qui est là en train de parler mal du Dieu suprême de Jérusalem, je ne sais pas, enfin Dieu des Juifs, de Jéhovah, et que lui veut les affronter, les gens ont rigolé, et puis Saül, le roi, a demandé qu'on donne une armure à David. Donc on a habillé David comme Goliath était habillé, avec des munitions, avec une épée, un bouclier, une armure, tout ça. Mais il a dit qu'il n'en avait pas besoin parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Il n'a pas attendu d'avoir les mêmes outils, les mêmes armes que Goliath pour l'affronter. Il a enlevé tout ça, il est parti chercher des cailloux. Il n'avait pas d'épée, il n'avait pas d'arbalète, il n'avait pas de flèche, de lance, de rien, des cailloux. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que pour terrasser l'ennemi, ce n'est pas avoir forcément les mêmes moyens ou avoir la même force. Terrasser l'ennemi qui nous maintient dans cette pauvreté extrême depuis des siècles et des siècles, il nous faut juste nous faire confiance et savoir que nous avons une force sur nos territoires qui nous protège. Et se battre collectivement, de la tête, c'est-à-dire du président, du roi, jusqu'au tout dernier, c'est important. C'est comme ça que nous allons... Si tous ces gens-là se retournent vers leur tradition, leurs racines, ils seront capables, comme David, de terrasser le Goliath occidental qui exploite nos ressources parce qu'il est armé. Ils seront capables de le terrasser avec 5 cailloux. Pour finir, je vais vous lire un autre passage de la Bible, de l'Ancien Testament. C'est le livre de Jonas. Et Jonas, chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Pour sauver Ninive, le jeûne a été observé par tout le monde et ils se sont humiliés devant l'Éternel depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ensuite, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. C'est quand le roi entend que les plus grands jusqu'aux plus petits sont en train de jeûner parce que Jonas a lancé l'édit de l'Éternel contre la ville de Ninive. Le roi a fait pareil. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes
Les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Tout ça pour vous dire aujourd'hui que ces mensonges-là ont la peau dure, mais si l'on décide tous ensemble de retourner vers nos traditions, nos ressources vont revenir à nous. Et c'est comme ça que les énergies qui dominent nos territoires, qui ont enrichi nos territoires, vont pouvoir nous aider. Mais tant qu'on va rester là, à nous accrocher à tout ce qui est mensonge, fausseté, contre-vérité, mais qu'on nous a vendu pour nous anéantir, nous soumettre, nous rendre obéissants, dociles et dépendants, tant qu'on continuera à faire ça, chers amis, on va pleurer, on va crier, on va s'indigner sur les réseaux sociaux que telle chose est arrivée à tel noir, et puis finalement, qu'est-ce qu'on fera? On ira voler des baskets et des t-shirts, parce qu'au final, nous ne sommes rien, nous n'avons aucune consistance. Voilà pour aujourd'hui, sur le mensonge, ce que j'avais à partager avec vous. Maintenant, j'attends vos commentaires. Je suis en train de lire les commentaires. Nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Rendiamo Africa, Rolaya, Mandiamo Africa, Isinyanange. Je suis en train de lire vos commentaires là maintenant. Merci beaucoup pour vos contributions. Ah oui, on utilise le phosphate pour faire les allumettes. Les allumettes, vraiment. Merci beaucoup. Merci. C'est bizarre, mais les commentaires ne s'affichaient pas au fur et à mesure, donc j'arrivais pas à les lire.
On va se quitter. Cette dédicace là pour de cette chanson pour tous ceux qui pensent que le monde leur appartient. Merci beaucoup, Désiré. Merci beaucoup, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain pour un autre live. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les envoyer, soit en commentaire, soit en message privé. Et puis, je vais continuer à partager avec vous ici. N'oubliez pas de vous abonner, déjà de partager. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube parce que souvent, je fais des petites capsules de 10 minutes, 5-10 minutes sur certains sujets et que je poste là-bas. Donc, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci beaucoup pour votre présence et vos différentes participations. On va s'en sortir de toutes les façons, tôt ou tard, mais pour ce soir, reposez-vous bien et puis que nos ancêtres soient avec vous et que les dieux soient avec vous. Bonsoir.